XXIe siècle, bonjour. Aujourd'hui, on va retourner dans les années 80, l'âge d'or du film de guerre à la Rambo. Une époque où, dans les jeux vidéo, on faisait tout péter à coups de grenades et de Kalachnikov. Je vous cache pas que je suis super excité à l'idée de retrouver un des jeux les plus marquants de ma jeunesse, Commando. Commando, moi j'ai découvert ça, c'était un été à Biarritz, j'étais en vacances. Et là, sous le casino, il y avait une espèce de grotte. En fait, c'était une salle d'arcade. Et j'allais tous les jours jouer à Commando. J'ai pas beaucoup vu la plage cet été-là. Je peux vous dire qu'à l'époque, on rêvait d'avoir des graphismes de cette qualité-là chez soi. Et crac, voilà qu'à la rentrée, Commando sort sur Amstrad CPC. Bon, l'Amstrad CPC à l'époque, c'était quand même la machine la plus pourrie comparée aux autres comme le Commodore 64. Mais n'empêche que c'était l'ordinateur le moins cher. Et puis surtout, c'était livré avec un clavier, un écran et un lecteur de disquette. Et encore, pas au début c'était pas un lecteur de disquette, c'était carrément un lecteur de cassette. Et ça mettait des plombes à charger. Ah ça, on se plaint des temps de chargement aujourd'hui, mais alors, fallait voir à l'époque, Pour charger un jeu, fallait compter une bonne demi-heure et des fois... ça plantait juste à la fin de la cassette. Et quand c'était comme ça, fallait tout recommencer et rembobiner. Un vrai cauchemar. Toute une époque. Allez, zou, on retourne en 1985. Une fois le jeu dans le lecteur de disquette, ça démarrait pas tout seul. Fallait faire un petit effort et taper en basique Run Commando. Ah bah oui, c'était un peu technique. Ensuite, oh miracle, l'écran titre apparaissait avec des graphismes époustouflants. On retrouvait les mêmes écrans de présentation que dans la version arcade, avec le lettrage façon tampon militaire, qui faisait super classe. Par contre, ensuite, ça se gâtait un petit peu. Le jeu lui-même était loin d'afficher la finesse des graphismes de la version d'origine, mais à l'époque, la simple idée de jouer avec un jeu d'arcade nous excitait tellement qu'on s'en rendait presque pas compte. Paraît que l'amour rend aveugle. On se retrouvait donc à la tête d'un commando composé d'un gars tout seul, chargé d'aller délivrer des otages avec ses petits bras musclés. Le gaillard crapahutait vers le haut de l'écran avec son fusil en dégommant tous les fantassins qui se pointaient. Bon, faute de couleur sur Amstrad CPC, tous vos adversaires portaient des uniformes bleu marine. Du coup, on sait pas trop à quelle armée ils pouvaient bien appartenir. Dans la version arcade, les ennemis portaient des casques allemands. Mais vu que ça avait l'air de se passer dans la jungle du Vietnam, tout ça est toujours resté un petit peu flou. Au fil du jeu, évidemment, ça se compliquait. Ces petits salauds grimpaient à bord de tanks, de jeeps, de motos et vous balançaient des grenades en traversant l'écran à toute allure. Certains creusaient même des tranchées pour se mettre à l'abri. Heureusement, vous aussi, vous aviez droit à quelques grenades. C'était le meilleur moyen de les dénicher de leur trou à rats. Il n'y avait pas de boss de fin de niveau, mais vous vous retrouviez régulièrement coincé devant la porte d'entrée d'un fort, avec une multitude d'ennemis qui vous tombaient dessus. Les espèces de dentiers géants là, sur les côtés, en fait, c'est des grottes où ils se planquaient là, les petits Ben Laden de l'époque. Et croyez-moi, c'était pas facile de faire face à des attaques de tous les côtés. Si vous réussissiez à survivre à tout ça, vous aviez droit à l'insigne honneur d'inscrire votre nom au tableau des high scores à coup de fusil. Vous pouvez toujours chercher mon nom dans la liste, j'y suis pas. Déjà, à l'époque, j'étais pas très doué. Mais je garde quand même un bon souvenir de la musique qui ressemblait vraiment à celle de la borne d'arcade. Allez, ça vous dirait qu'on se l'écoute là, comme ça, juste pour le plaisir, vous permettez? Je vous préviens, c'est un peu pénible, mais moi ça me fait plaisir. Allez, soyez sympas. Allez, merci, vous êtes sympas. Comble du bonheur, peu de temps après sortait un autre jeu inspiré de Commando, Ikari Warriors. Même scénario débile, sauver le commandant pris en otage par l'ennemi, même armement, des flingues et des grenades, mêmes adversaires en uniforme bleu marine, mais des décors déjà un petit peu plus travaillés et surtout la possibilité de partir au combat à deux avec un pote, d'où le titre Ikari Warriors au pluriel. Mais la grosse nouveauté, c'est que les deux acolytes avaient la possibilité de piquer des véhicules à l'ennemi, des chouettes tanks avec des canons rikiki mais maous costauds. Là, par exemple, c'est le joueur de droite qui a emprunté un char et qui en profite lâchement pour écrabouiller de malheureux troufions sous ses chenilles. Comme quoi, GTA n'a rien inventé. Outre ses remarquables aptitudes pour concocter de la bouillie de fantassins, le tank s'avérait aussi très pratique pour faire exploser un bunker à la grande surprise de ses occupants. Mais nos petits Rambo se débrouillaient tout aussi bien à pied, même avec de l'eau jusqu'à la taille, au beau milieu des rizières. C'est pas un hélico qui va me faire chier!
Même si les tanks permettaient d'entrer en force dans les forteresses, ils n'étaient pas totalement invincibles et surtout ils finissaient par tomber en panne d'essence. Dans ce cas-là, il ne vous restait plus qu'à vous dépêcher de descendre avant qu'il n'explose pour aller en reprendre un tout neuf. Regardez bien au passage, dès que vous grimpez dedans, le tank se repeint automatiquement dans votre couleur préférée, rouge sang. En tout cas, Ikari Warriors amenait suffisamment de nouveautés pour faire presque oublier le fossé technique qui le séparait de la version arcade de Commando. Ikari Warriors restera aussi dans l'histoire du jeu vidéo pour ses ennemis particulièrement stupides qui se précipitaient droit sous les chenilles de votre char ou qui avançaient tout droit pour aller se noyer, un peu comme des lemmings. On n'avait donc pas grand chose à craindre d'eux si on accepte quelques rares teigneux particulièrement obstinés comme le petit là, derrière. Ok, tu l'auras cherché. Les décors étaient un peu répétitifs, je l'ai déjà vu cette forteresse, non? Mais n'empêche que les joueurs des années 80 gardent un bon souvenir de ce qui fut sans doute un des meilleurs jeux de l'Amstrad CPC. Des années plus tard, certains trentenaires vous parlent encore d'Ikari Warriors avec la larme à l'œil et des trémolos dans la voix. C'est vrai que c'est beau, un homme seul, ou deux hommes seuls, face à des armées entières. Et puis, ça pose de vraies questions philosophiques. S'attaquer tout seul, torse nu, à des tanks et des hélicos, est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de l'inconscience? Ce serait pas plutôt des fois de la bêtise? Schwarzenegger et Stallone? Non, perdu. En fait, il s'agit de Lance et Bill, et non pas Boule et Bill, même si Lance se met souvent en boule. Deux mercenaires à la gâchette facile qui vont devoir à eux seuls repousser une invasion extraterrestre sur une petite île d'Amérique latine. Pas de doute, Grisor s'inspire fortement des films de Sly et Schwartzy qui cartonnent au box-office en cette année 1987, ainsi que du Aliens de James Cameron sorti l'année d'avant. Mais Grisor fait surtout penser à Predator, sorti la même année, un bon gros nanar dans lequel ce bon vieux Schwartzy, perdu dans la jungle sud-américaine, servait de gibier à un alien bipède à tête de langouste coiffé comme Yannick Noah. Grisor reprend le bon vieux principe du shoot 'em up, mais en remplaçant le vaisseau spatial par un gars avec des gros bras et un gros flingue, capable de tirer dans 8 directions différentes. Une sorte de shoot 'em up pédestre en quelque sorte. 2 des 5 niveaux du jeu se déroulaient à l'intérieur de bases ennemies, représentées presque en 3D, avec un joli effet de perspective en tout cas, ce qui était assez nouveau pour l'époque. Un petit plan s'affichait au-dessus, pour pas que vous vous perdiez dans les couloirs, et il fallait batailler à la fois contre vos adversaires et contre les systèmes de sécurité des bunkers protégés par des canons et des barrières électromagnétiques. Le héros ramassait au fil du jeu du matériel de plus en plus sophistiqué qui lui permettait de tirer en rafale ou dans plusieurs directions à la fois, tout en finesse quoi. N'empêche que Grisor était un jeu super dur, où la moindre balle dans le buffet vous forçait à recommencer en repartant avec le petit flingue de base. Mais l'alternance de niveaux en extérieur et en intérieur faisait son originalité, et on pouvait même y jouer à deux, à condition de bien se synchroniser avec son partenaire, parce qu'il suffisait qu'un des deux sorte de l'écran un peu trop tôt pour que l'autre se fasse buter bêtement en ratant un saut au-dessus d'un précipice par exemple. Quand on compare les graphismes de Grisor à ceux de Commando, pourtant sur la même machine, l'Amstrad CPC, on a du mal à croire que seulement 2 ans les séparent. Déjà à l'époque, les programmeurs apprenaient vite à pousser les machines dans leur dernier retranchement technique. Bravo les gars, ça c'est du beau boulot. En fait, Grisor, qu'on vient de voir, c'est l'ancêtre de Contra. Vous savez, le fameux jeu réalisé aussi par Konami sur NES en 1987. Un jeu tellement culte qu'il a traversé les âges, il a été adapté à peu près sur toutes les consoles jusqu'à nos jours. On a même eu droit, il n'y a pas longtemps, à un Contra sur PlayStation 2, et c'est vraiment culte puisque sur le net, on trouve des groupes de rock qui reprennent le générique du jeu à la guitare électrique façon rock and roll. Et puis bonne nouvelle pour les 20 ans de la série, on aura droit à un tout nouvel épisode sur Nintendo DS, on pourra même jouer en Wi-Fi avec un pote, ça sera le bonheur. Comme quoi, c'est pas si mal que ça, le 21e siècle. Vous avez raison de vivre dans cette époque. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vieilleries. Quoique les trucs nouveaux, c'est pas mal aussi.